Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning London. Comme tous les mercredis, vous êtes aujourd'hui plus de 300 inscrits. Merci d'être toujours plus nombreux. On va voir aujourd'hui comment on gère les UK Private Pension Plan. On va essayer de trouver un maximum de solutions pour vous, pour un retour réussi vers la France, l'Europe ou même peut-être ailleurs. Notre expert du jour est Daniel Butcher, Bonjour, c'est le bonjour à fondateur. tous. Bonjour Daniel. Bonjour, Euh, bonjour Romain. Merci d'être venus nombreux. Merci de participer à ce webinaire. Et je vais essayer de vous trouver en tout cas, de vous aider à optimiser un petit peu votre retour vers la France ou comment vous aider à sortir les UK Pension Plans du UK qui est en fait devenu depuis peu un petit peu un imbroglio mais on va voir qu'il y a beaucoup de solutions. On va voir que c'est assez technique, mais je vais essayer de faire en sorte que l'on se déroule la chose de façon à ce que ce soit le plus smooth possible et qu'on arrive à des questions par la suite pour un petit peu voilà, essayer d'échanger sur des sujets divers et variés. Donc je sais qu'il y en a beaucoup et on va faire en sorte de traiter un maximum et d'essayer de satisfaire tout le monde. Voilà. Donc voilà. je vous ai préparé un petit slide. Pardon, Romain. Non, non, pas de souci. Je voulais juste rajouter deux, trois petites infos sur toi, Daniel. Euh, Ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce métier. Tu Tout as à fait. accompagné plus de 450 personnes avec leur fonds de pension. Tu as ouvert plus de 15 000 assurances vie françaises. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum d'informations au début de Daniel. Donc là, il va tout de suite partager son écran. Et à la fin, vous le savez, on est là pour répondre à toutes vos questions en direct. Donc posez vos questions dans la section Q&R, c'est juste en bas de votre écran sur Zoom. Si vous êtes sur LinkedIn, vous posez vos questions aussi en direct dans la section Comments et je poserai toutes vos questions à Daniel. Si vous devez vous absenter ou que vous avez des questions trop privées, vous voulez tout de suite prendre rendez-vous avec Daniel, vous scannez les QR codes qui vont être sur les slides, vous les verrez au fur et à mesure de la présentation. Vous le savez très bien, on a toujours un QR code pour essayer d'avoir le contact direct de l'expert. Daniel, la parole est à toi et je reviens pour te Merci. poser un max de questions à la fin. Ok, donc bon, mais merci beaucoup encore une fois à tous d'être venus. Donc moi je me présente donc Daniel Butcher, je suis le founder and director de DTB Wealth Management. DTB Wealth Management, c'est également donc c'est une société qui a été créée, que j'ai créée il y a 9 ans maintenant. On fait partie d'un réseau qui est le groupe via la plateforme patrimoniale et en fait DTB Wealth Management a été créé vraiment tout spécialement pour aider alors deux types de personnes, hein, les Anglais que je suis d'ailleurs donc les British expats qui habitent en France et les résidents fiscaux et les résidents et les impatriés français qui reviennent du Royaume-Uni. Donc, pendant ce webinaire, un petit peu juste le plan du webinaire, et je reviendrai un petit peu sur ma présentation. Il y a l'introduction, on va essayer de comprendre ce que sont les UK Pension Plans. Très rapidement, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, puisque je pense que vous le savez déjà, ce que sont ces pension plans. Par contre, je ne sais pas si vous savez quelles sont les options de sortie. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut optimiser ces pension funds, notamment et surtout pour les personnes qui reviennent ou qui vont revenir du Royaume-Uni. On est vraiment là-dessus. Et puis, bien entendu, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour préparer votre retraite et c'est pour transmettre votre patrimoine. Et on va voir que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas forcément le plus évident. L'objectif vraiment du webinaire, il est quoi? Il est d'anticiper le rapatriement vers la France ou l'Union européenne avec des stratégies optimisées. Là encore, j'insiste, ces stratégies je ne veux pas alarmer, mais se réduisent un petit peu avec le temps, notamment avec le précédent budget 2025 du Chancellor of the Exchequer Reeves, qui a un petit peu au UK et pour les British expats et pour nous tous, a mis les choses un petit peu difficiles. Donc, comme je disais, vous aider à comprendre vos options, gestion des fonds de pension, sommet vos projets, vos objectifs, votre âge. L'âge, pourquoi? L'âge, c'est 55 ans, on le sait, 55 ans, c'est l'âge à laquelle vous pouvez libérer vos fonds de pension Private Pension Funds. Je tiens à le dire également, là, on est vraiment et uniquement sur les Private Pension Funds. On n'est pas sur les fonds de pension de type d'État. C'est un autre sujet. Pourquoi?
Éviter les pièges fiscaux. Il y a énormément de pièges. Attention, 45% d'emergency withhold tax actuellement. Je reviendrai là-dessus. Hein. 55% si vous faites unauthorized payment penalty. Et récemment, 25% overseas transfer allowances. Et ensuite, ben, c'est important puisqu'il faut maîtriser la fiscalité du pays où vous allez aller. J'ai pris comme exemple la France essentiellement, puisque nous sommes en train de parler français, mais ça, on va voir que ça marche pour. Et puis, en particulier, on pourra décider de parler avec certains de leur pays de destination. Mais ça marche pour l'UE également. Voilà un petit peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, qui sommes-nous Donc, présence, nous, on est basé à Londres. Bon, excusez-moi. On est basé à Toulouse, actif en France et à l'international, et notamment à Londres. Donc, c'est moi qui ai créé DTB Wealth Management. Moi, j'étais cadre chez AXA. J'ai été cadre chez AXA pendant 15 ans. C'est là que j'ai commencé à faire ce qu'on appelait les transferts QROPS, Qualified Recognized Overseas Pension Schemes. Ça a commencé en 2006 et on pouvait, et certains le savent, on me pose des questions tous les jours, on pouvait effectivement transférer les fonds de pension vers des pairs français qui étaient alors un QROPS, et donc on ne payait pas les 55% penalty, on ne payait pas le Overseas Transfer Charge, et en fait on pouvait le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, on va revenir là-dessus. Chiffre clé, bon, DTB, c'est, comme je le disais, au sein du réseau VIA, c'est 400 clients. On a 55 millions d'encours. On est actif en Europe, UK et toutes les juridictions internationales. Donc, nous on travaille avec vraiment toute l'Europe. Nos partenaires, ils sont où? Ils sont au Luxembourg, ils sont en Irlande, ils sont à Malte. Malte, c'était très approprié pour les curottes, justement. Et Jersey, Guernsey, Isle of Man, UK également. Alors ça, je vais faire attention à ce que je dis. Sur le UK, je reviendrai après là-dessus. Après les droits et les pas droits suite au Brexit. Donc expertise, bon, ben, conseil financier. Effectivement, nous on est français, donc on est régulé en France. Enfin, je veux dire, le DTB Wealth Management est français, on est régulé en France, on est vraiment des conseils en gestion de patrimoine français. Donc ça peut rassurer. On ne fait pas du passporting. Il y a beaucoup de sociétés qui aident les British expats ou les impatriés français revenant du UK qui font du passporting, c'est-à-dire qui sont basés à Malte et ils viennent vous aider alors que vous êtes en France, parce qu'on peut passeporter au sein de l'Europe. Nous ne passeportons rien du tout. On aide vraiment les Français depuis la France, gestion de patrimoine français, conseil en investissement financier, juridique et fiscal, et pour 65% de notre activité est vraiment dédiée aux pensions britanniques. C'est vraiment notre spécialité. Alors, en toute humilité, hein, je ne connais pas d'autres sociétés de conseil en gestion de patrimoine, vraiment, à part des avocats spécialisés peut-être, qui font ce que nous faisons. Nos clients, moi je l'ai dit, hein, expatriés britanniques et français et impatriés français avec des fonds de pension UK. Donc notre valeur ajoutée, bon, on est une équipe internationale autour de moi. J'ai des Belges, j'ai des Mauriciens, j'ai des Anglais. On a également, donc VIA c'est à Dubaï, VIA c'est Hong Kong, c'est à Barcelone. Donc bien entendu, on a énormément de clients un partout en Europe, nous DTB. VIA, je le disais, hein, je suis membre actionnaire et c'est ce que je disais, donc c'est un gestion de patrimoine transfrontalier. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, on a des partenariats majeurs avec tous les pension industry qui sont tous faits en anglais. La pension industry, bien entendu, est anglaise, notamment partout en Europe. Alors, qui est concerné? Je l'ai dit, hein, c'est les anciens expatriés au UK, vivant désormais en France ou dans l'UE, et que vous êtes, ou certains d'entre vous, les expatriés français au UK planifiant leur retour en France. Donc c'est sur ces deux créneaux, et donc je pense que beaucoup d'entre vous font partie de ces créneaux, d'où votre présence. On distinguera deux types de personnes concernées, c'est important, de moins de 55 ans et celles ayant plus de 55 ans. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire après 55 ans avec des UK Pension Funds ce qu'on peut faire avant on peut pas faire, c'est différent de ce qu'on peut faire avant ou après l'âge de 55 ans. Pourquoi? Parce que 55 ans, c'est l'âge légal d'accès au capital des UK Pension Funds. Donc, on traite aussi, alors ça, sachez-le beaucoup, hein, je l'ai beaucoup vu, on en est à peu près je sais pas, à 350 pension funds transférés, même plus. Hein. Donc, on a vraiment vu tous les acteurs. Il y a beaucoup de personnes qui détiennent des fonds de pension un petit peu hybrides, qui sont basés à Jersey, qui sont basés à Isle of Man et qui sont basés à Guernsey. Ces personnes-là sont aussi concernées et à d'autres titres, puisque ce n'est pas tout à fait HMRC regulated. Donc, on va voir, on peut voir cela, mais c'est du cas par cas. Alors, qu'est-ce que sont les UK Pension Funds ou les UK PPPs
Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, j'ai essayé de classifier. Il y en a un peu plus que ça, mais je les ai classés en trois. Pardon, je les ai classés en trois différents paquets. On a les Defined Benefits, les DBs. Donc ça c'est rare. Je ne connais peu de personnes qui sont allées travailler, en tout cas récemment, sur le UK ou qui travaillent là-bas depuis longtemps. Là, c'est plutôt les British expats in France, retired, qui ont ce type de Defined Benefit Pensions. C'est pourquoi? Il n'y a pas de capital défini. On n'a pas. C'est une pension basée sur le salaire final. Et en fait, c'est une pension qui ne se dénoue, on va le voir juste après, mais que sous forme de rente. Donc, vous n'avez pas un capital visible pendant toute la période et on calcule à la fin quelle serait éventuellement votre rente. Donc, c'est une rente à vie. C'est tout un sujet. Très peu de personnes ont ça. Attention, c'est très difficile aujourd'hui de faire autre chose que la rente, mais moyennant des rapports avec le FCA, des rapports de reports, je parle, hein, avec des FCA, avec des complications, ça peut se faire également. Donc, pas d'inquiétude. Mais c'est beaucoup plus compliqué, je me tiens à le dire quand même. Mais il y en a rare, c'est rare. Le plus gros du sujet, euh, out there, c'est les stakeholders que je n'ai pas listés, mais en gros, je résume un petit peu tout ça dans defined contribution. Là, c'est des pensions. Pendant vous êtes allé dans une société. Cette société a des fonds, travaille avec un fonds de pension, Legal & General, Scottish Widows, Aviva, voilà. Et vous avez donc votre employeur vous abonde ce que vous mettez sur votre fonds de pension et eh bien, il est là aussi le sujet. On se retrouve parfois à avoir travaillé chez, je ne sais pas moi, Shutterstock, AXA, enfin bon, et chez différents employeurs, c'est ça que j'essaie de dire, et avoir plusieurs fonds de pension. Donc, on se retrouve avec plusieurs pension pots, et parfois des small pension pots, tout dépend. Bien entendu, si on a fait son lifelong au travail au UK, on va se retrouver avec des gros pension pots. Tout dépend de ce qu'on a fait comme activité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on se retrouve avec plusieurs pension pots qui sont hyper durs à gérer, difficiles à gérer, et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir vous aider. Troisième typologie. Donc ça, Self-Invested Personal Pension Plans, SIPP. Là, c'est généralement un autre stade. C'est pas l'employeur ne met généralement pas en place des SIPP. Là, c'est vous qui avez fait ce que je viens de dire. Vous avez fait le ménage un petit peu dans vos fonds de pension, vous avez essayé et puis vous avez probablement réussi ou pas réussi, mais vous avez tout regroupé sur un Self-Invested Personal Pension Plan. Pourquoi? Defined Contribution, c'est vraiment des pensions, pensions. Et là, on a des fonds un petit peu dictés, on a très peu de liberté dans le choix des fonds, on est un petit peu contraint. Self-Invested Personal Pension Plans, on fait ce qu'on veut. Offrant un contrôle direct sur l'investissement, fonds flexibles. Alors, il y en a, j'ai mis comme exemple Hargreaves Lansdowne, il y en a beaucoup, énormément, mais Hargreaves en est un très gros. On travaille avec tous ces types de fonds de pension. Tous, ceux-là, on a des solutions. Donc, la complicité. Alors, là, on est vraiment sur la sortie des fonds de pension. Le sujet, c'est la retraite. Donc, Defined Benefit, pension basée sur le salaire final et les années de service, comme je viens de dire. Donc là, je vais le mettre à part, le Defined Benefit, c'est tout un sujet. Si des gens en ont, je leur propose de me contacter peut-être après. Sachez qu'il y a des solutions, mais c'est un petit peu plus coûteux, mais comme je disais, c'est rare. Donc, on va partir sur le Defined Contribution Schemes and the Stakeholder Schemes. Donc là, qu'est-ce qu'il propose comme sortie? Vous avez Pension Drawdown ou Cape Drawdown. Donc on fait un retrait progressif. Vous n'avez parfois pas le contrôle total sur ce retrait progressif. Avec les années, on commence à avoir des meilleures choses, mais c'est souvent plafonné au GAD. Le GAD, c'est quoi? C'est à peu près, ça dépend de la personne, mais c'est généralement 10 000 euros par an. Donc on se retrouve avec la possibilité de sortir de ces defined contributions avec un drawdown, mais parfois un drawdown plafonné. Donc ça nous aide pas beaucoup. Oui, alors après ça, vous l'avez entendu. Vous avez entendu, oui, vous pourrez toujours prendre 25% de vos fonds de pension tax-free. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que quand vous allez revenir en France, quand vous allez aller dans d'autres pays d'Europe, eh bien, le tax-free, il est plus tax-free du tout parce que effectivement le Royaume-Uni vous prendra pas 25% de taxes, mais quand vous allez arriver donc en France, il faudra le déclarer ce tax-free. Donc ce fameux 25% tax pension commencement lump sum, eh bien il n'est pas tax-free du tout quand vous revenez en France. Donc ensuite, on retrouve les annuities. Donc ça, c'est une rente rente viagère à titre onéreux, RVTO pour les plus, voilà, on entend parfois RVTO.
Eh bien là aussi, là c'est une rente à vie. Sachez qu'on va le voir après, mais la rente en France, c'est... Alors il y a un abattement hein, pour l'âge, mais on est taxé à tranche marginale d'imposition. Alors disons, allez, 30 peut-être. Les enfants sont partis, on est à 11. Mais à ça vient se greffer 17,2% de prélèvements sociaux. Donc la rente en France, elle est pas, on n'aime pas beaucoup cette rente. Donc c'est pas non plus la sortie idéale des Defined Contributions. Option de transfert vers l'international, effectivement, et là on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, eh bien oui, on peut basculer ces defined contributions vers des QROPS et on va en parler, les international, j'ai bien dit international SIPPs. Je reviens sur les SIPPs, effectivement, vous remarquez, c'est le même nom. Il y a le Self-Invested Pension Plan. Mais là, le Self-Invested Pension Plan, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il a les mêmes sorties que le Defined Contribution, rente, pas joyeux, 25% mais taxé en France, et retrait progressif mais plafonné. Donc, on est un petit peu les mains liées avec toutes ces formes de pension telles qu'elles sont là. En tout cas, si on vient à revenir en France ou dans les pays de l'UE. Rapidement, implication fiscale, je ne vais pas faire du chiffre, je pense que c'est voilà, c'est un petit peu heavy, mais on voit là comment on est taxé. Donc vous restez au UK, j'ai voulu montrer un petit peu si vous restez au UK, comment vous allez être taxé, et si vous êtes résident fiscal français, comment vous allez être taxé. Donc la rente, elle est imposable comme un revenu ordinaire au UK, et on voit qu'en France, c'est une rente viagère à titre onéreux, comme j'expliquais. Effectivement, il y a un abattement, plus on avance dans l'âge, il y a un abattement, mais toujours est-il qu'on a ces prélèvements sociaux de 17,2 qui sont, voilà, c'est un killer, comme on dit. L'AMSAM, donc là, c'est comment est taxé le LAMSAM, 25% exonéré, mais pas du tout reconnu en France. Donc on est taxé hier, donc impôt sur le revenu, pardon, et plus 9,1% de CSG. Pension drawdown, là aussi, en France, intégration dans l'IR, 9,1% de CSG. Toutes ces solutions-là, et j'arrive à la dernière solution, ne sont pas des solutions qui vous sont très favorables. Et puis il y avait le QROPS, Qualified Recognized Overseas Pension Scheme. Eh bien, finalement, après des années de est-ce qu'ils vont changer quelque chose, est-ce qu'ils ne vont pas changer quelque chose, qu'est-ce qu'était le QROPS? Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça permettait tout simplement de sortir son fonds de pension UK hors du UK, de l'amener dans un QROPS qui se situait à Gibraltar au début, mais ça s'est arrêté au Brexit, et puis à Malte. Et ensuite, alors l'argent n'était pas à Malte, c'est un petit peu plus pointu que ça, mais concrètement, les QROPS, c'était des QROPS maltais. Et dès qu'on avait 55 ans, si on était français et si on le voulait, eh bien, on rapatriait vers la France. Et on n'avait pas payé de taxes en sortant du UK. On va voir, ça c'est plus du tout le cas. Depuis le 30 octobre 2024, donc c'est très récent. 25% de taxes s'appliquent sur tous les transferts QROPS hors du UK, inconditionnel. Et donc, du coup, là, ça devient totalement moins intéressant. Panique à bord, je me permets de dire, puisque c'était vraiment quelque chose qui était très intéressant pour tout le monde, les British expats qui habitent en France et les Français qui souhaitent revenir de la France. Bon, tout ça, je ne veux pas être alarmiste, mais il faut quand même voir les choses en face, il faut être très, très clair. Risque d'inaction de votre part, là aussi, vous laissez votre fonds de pension au UK. Depuis le Brexit, aucun CIF français n'a le droit de gérer des DCs, SIPPs et autres fonds de pension que je viens de lister. Les seuls qu'on a le droit de gérer, c'est les International SIP. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation très, très, très incommodante où vous laissez votre fonds de pension au UK, vous revenez en France. Depuis le Brexit, on n'a pas le droit d'avoir un compte courant au UK si on est hors du UK. Et votre UK Pensions, eux, refusent de verser sur un compte courant français et va vouloir le mettre uniquement sur un compte courant anglais. Si je me fais bien comprendre, eux vont le verser sur quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Et d'autre part, aucun conseiller français ne peut vous aider. Donc attention à ces situations-là, anticipez-les. Il faut anticiper. Retrait fiscalité, bon là on l'a vu, hein, retrait compliqué, imposition élevée. Alors là aussi, certains, hein, on peut aussi dire, demander à un fonds de pension, écoutez, nous, s'ils le veulent bien, hein, pardon, s'ils le veulent bien, on peut très bien leur demander de dire, voilà, on voudrait essayer de faire un full encashment. De dire, mais écoutez, on va prendre nos 23%, nos 25% PCLS, Pension Commencement Tax Free, et le restant, les 75 qui restent, on va faire un full encashment. On ne veut pas faire de drawdown, de retrait programmé, plafonné, tout ça. On veut faire un... Bon, mais là, ok, mais sachez que à faire cela sans avoir anticipé quoi que ce soit, le HMRC va vous garder
45% de la somme. Et à vous de vous débrouiller par la suite, et on peut vous aider, on l'a eu fait, hein, c'est aussi un système qu'on peut aider, mais à nous de vous aider à vous débrouiller si vous utilisez un conseiller financier, d'aller chercher ce qu'on appelle le DD4, Double Taxation Agreement, la convention internationale, les formulaires qui vont bien, et donc d'aller dire au HMRC, attention à HMRC, dans la convention internationale, on va le voir après, dans la convention internationale, ce n'est pas vous qui êtes deemed to tax the UK, taxer, si je ne suis pas en Angleterre, vous ne devez pas taxer ma pension, même si elle vient de l'Angleterre. C'est marqué en noir et blanc. Et eux, ok, d'accord. Et là, ils vous restituent les 45%. Donc, ils vous gardent 45% de withholding tax. Et au bout d'un an et demi, vous restituez les 45%. Mais là, énormément de stress. Donc, je propose de voir les choses autrement, d'anticiper ça aussi. J'essaie de ne pas être trop compliqué. Hein. Autre option de retrait. Dans l'option de retrait, elles sont compliquées, on l'a déjà vu. Hein. Il y a le drawdown, il y a le lump sum, il y a multiples fonds, complexité de suivi avec des différentes pour chaque fonds. Restrictions et règles clés. Retrait avant 55 ans, on l'a dit, impossible, sauf raison de santé. C'est la seule possibilité qui existe. Hein. Avant 55 ans, c'est le seul moyen de sortir. Il n'y en a aucun autre. Hein. C'est ill health. Toute personne qui tenterait de sortir, et c'est ce qu'on dit là, toute personne qui essaierait de sortir d'une manière ou d'une autre, aucun fonds de pension va vous laisser le faire. Hein. Mais si vous essayez d'arriver à trouver une combinaison, si le HMRC vous attrape, c'est 55% de unauthorized transfer qui peuvent vous demander qui vont vous demander de payer. Mais ça, il faut faire attention parce que ça peut être aussi une erreur, donc un défaut de conseil qui peut vous amener là-dessus. Par rapport à ça, nous sommes, pour les défauts de conseil, nous sommes couverts par une responsabilité civile professionnelle française à la MMA jusqu'à 3 500 000 euros. Donc, le défaut de conseil est couvert. Donc, quelque part, j'aime dire, utilisez-nous pour tout ce qui est erreur et défaut de conseil, puisque nous, on est bien couverts. Mais voilà, on essaie de ne pas faire des défauts de conseil. Mais ce genre de choses, ce n'est jamais arrivé. Mais voilà, il faut savoir, on n'a jamais dit jamais. Alors, et puis finalement, attention, risque d'inaction, le QROPS. Le QROPS n'est plus. C'est 25%, on l'a vu. Donc, ne vous embarquez pas, si je puis me permettre, dans du QROPS. À part si vous l'avez commencé, si vous avez fait le transfert avant le 30, si vous avez commencé votre transfert avant le 30 octobre 2024, et vous arrivez à le sortir et le finaliser avant le 5 avril 2025, c'est le tax year, là, le HMRC dit, OK, you can take the money without paying the 25%. Sinon, c'est 25%. Et c'est pas après, comme en France, qu'il faut le déclarer, etc. Ils vont le garder, tout simplement. Et vous ne le reverrez jamais. Ah, attendez, pourquoi ça ne marche plus? Alors, effectivement, garder son argent au Royaume-Uni, garder ses fonds de pension au Royaume-Uni, il y a un problème de change. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Là, le change était bon. En tout cas, il faut aussi savoir, dans notre sens, j'ai marqué problème, mais aussi, il faut savoir aussi que vous allez ramener des livres en France et ça va, selon le taux de change, et généralement, là, ça peut être favorable. Mais il y a un taux de change. Donc si vous décidez de faire du drawdown, de laisser là-bas et de dire, voilà, je le laisse là-bas et puis je vais en prendre tous les mois un petit peu, sachez qu'en plus de toutes les problématiques et tous les petits sujets, il y a aussi le taux de change. Ça va de soi. Et puis il y a aussi, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est faites attention parce que c'est très important pour vous. Si vous êtes allé au Royaume-Uni, vous n'avez pas cotisé en France, et donc du coup vous n'allez pas avoir de retraite en France, ou peu. Et donc c'est le UK pension, ce que vous avez capitalisé au UK est très important. Donc il faut vraiment faire ça comme il faut. Donc c'est ce que je dis, inaction égale stress et coût. Vos fonds de pension UK risquent de ne pas garantir une retraite sereine. Donc, moi, je dis tout simplement, ne laissez pas vos fonds de pension UK en l'état si vous quittez le UK. Les défis, bon, pour les résidents fiscaux français, je les résume, j'ai déjà beaucoup expliqué, mais aucune option réellement adaptée. Problème lié au QROPS, et les portes se ferment, ça se réduit un petit peu, comme on dit, en peau de chagrin, les solutions après le Brexit. Donc, je pense que des actions aujourd'hui, beaucoup ont dit, je vais attendre, etc. Et ce n'est pas du tout pour dire, faites-le demain, mais en tout cas, n'attendez pas le prochain budget, par exemple, parce que ça peut être fatidique. Alors, notre approche, vous l'avez un petit peu compris, et c'est ce que veulent les gens, hein, c'est de rapatrier leur fonds de pension, d'une manière ou d'une autre. Pardon, excusez-moi. D'une manière ou d'une autre, c'est de le rapatrier. Notre objectif, vous proposer une solution adaptée à votre situation pour transférer et motiver vos fonds. Durée de la solution, ça dépend de votre âge, de votre proximité avec les 55 ans libératoires.
Notre priorité, je le dis, et c'est là où je vais vous amener, c'est sortir le capital en une fois, vous allez comprendre pourquoi, minimiser la fiscalité au transfert, éviter les pénalités, bien entendu, 25, 45, 55, et autres charges applicables par le HMRC, et le réinvestir dans une enveloppe avantageuse, flexible, mais internationale. Nous, on le voit comme ça. On va voir pourquoi on le voit comme ça. Voilà. Alors, je ne reviens pas un petit peu sur le QROPS, je l'ai dit. Le QROPS, c'était en 30 novembre 2024. Il évitait, en fait, pourquoi je vais en parler? Tout simplement pour dire qu'il évitait les 55% d'unauthorized payment, parce que c'était un paiement autorisé vers un QROPS autorisé. Il n'y avait pas de 25% d'overseas transfer charge. Sans fiscalité britannique, il n'y avait pas de 45% d'emergency withholding tax. Est possible avant ou après 55 ans. Donc, on pouvait transférer avant 55 ans et on attendait très tranquillement d'abord 55 ans pour voir ce qu'on voulait faire après. Et puis, quand on vous dit, et ça, important, hein, vous entendez parfois, peut-être, on le voit des fois quand on fait des recherches sur Internet, il n'y a aucune solution QROPS ou quelconque solution en France. Ce n'est pas possible et cela n'existe pas. Donc, soyez-en rassurés et certains. Alors, solution depuis le 30 octobre 2024. Donc, l'International Self-Invested Pension Plan. Donc, c'est ça la solution. Donc, l'International Self-Invested Pension Plan, finalement, en fait, on avait le QROPS et il avait toutes les solutions que je viens de vous proposer. Eh bien, le International Self-Invested Pension Plan a aussi, c'est la bonne nouvelle, en fait, finalement, a aussi ses avantages. Donc, et existe, on va le voir. Donc, aucune taxe excessive, pas de 25% d'overseas transfer charge, puisqu'on n'est pas en train de transférer vers un overseas. Pas de 5% de unauthorized payment, parce que c'est un paiement, c'est autorisé par le HMRC. En revanche, c'est un produit conçu pour, j'oserais dire, les gens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, pour les expatriés. Donc, c'est un produit qui permet aux non-résidents fiscaux UK ou encore ceux qui préparent leur expatriation, France ou UE, d'investir dans ce type de fonds de pension. C'est un self-invested pension plan. Donc, la bonne nouvelle également, c'est qu'un CGP français régulé par l'autorité des marchés des financiers, l'AMF, sous responsabilité civile professionnelle, peut vous conseiller, peut vous aider à gérer les actifs dans son fonds de pension et à faire, et donc à la mettre en place et le suivre. Avantage clé. Jusqu'à présent, on a parlé de sortie. Je vais utiliser un terme. Pardon, j'ai aussi l'accent du sud-ouest, vous avez dû vous en rendre compte. Donc, certains termes. Bon, en tout cas, les sorties sont un petit peu, j'allais dire, biscornues. On n'a pas de sortie vraiment clean, propre. Eh bien, les sorties clean et propres, celle-ci en propose une. L'International Self-Invested Pension Plan, ou ISIP, propose le Flexi Access Drawdown sans plafonnement. Donc, vous pourriez très bien dire, moi, en fait, je vais prendre je vais le laisser là, hein, puis je vais en sortir, je ne suis pas bloqué, etc. Moi, je vous conseille pas forcément ça, hein, mais ça peut être une idée. Full Flexi Access. Eh bien, là, on a, proprement parlé, je le mets sur un International Self-Invested Pension Plan. Je suis toujours au UK, je vais partir bientôt. Je le mets sur un International Self-Invested Pension Plan parce que j'ai pas 55 ans, je ne peux pas y toucher. Et je le mets sur un International Self-Invested Pension Plan parce que je suis déjà en France et je peux le sortir sous forme de capital. C'est aussi multi-devise. Donc, si toutefois on voulait le mettre dans une devise autre que le GBP, certains sont GBP sceptiques, je le sais, eh bien vous pouvez le mettre dans l'International SIP en euros, si l'USD et toutes les devises d'ailleurs. C'est portable. Donc là, c'est intéressant également. On n'est plus sur UK. Je suis en France aujourd'hui, je vais en Espagne demain, je garde mon International Self-Invested Pension Plan. Il n'y a aucun problème. Il va me suivre et je vais pouvoir faire la même chose. Flexible. Choix de la plateforme d'investissement et du dépositaire. Donc là aussi, dans un International SIP, on a le choix d'investir. Alors, le SIP peut être à un endroit, c'est une enveloppe.
on le retrouve dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Et le dépositaire, c'est-à-dire le custodian ou la plateforme, une plateforme c'est quoi? C'est Boursorama, c'est pour ceux qui connaissent, mais pas Boursorama justement, mais la plateforme dans laquelle va être investi votre argent au sein du ICIP peut être au UK, en UE, au Luxembourg, en Espagne, dans les Guernsey, Jersey, on a des plateformes un petit peu partout. C'est là, c'est pas tellement pour la juridiction qu'on le fait, mais c'est parce que certains vont me dire, mais moi j'aime bien investir dans ce type de assets et j'aime bien investir dans d'autres types d'assets. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a ces dépositaires. Et puis certains, les dépositaires, c'est également, j'allais dire, c'est extrêmement important, puisque c'est eux qui portent votre argent, c'est eux qui portent le risque. Et donc, il faut choisir un bon dépositaire dans une bonne juridiction, ou en tout cas bien noté par Sigmund & Pools, S&P, Moody's, avec des A, des triple A. Les dépositaires finaux, finalement, hein, même si la plateforme, c'est, mettons Morningstar, c'est derrière Morningstar, on va se rendre compte que c'est BNY Mellon qui est la banque qui gère les fonds, etc., etc. Mais ça, on pourra y revenir après. Donc, d'un point de vue technique, rapidement, j'en ai un petit peu parlé, les ICIP, la localisation sont généralement basées hors du Royaume-Uni, comme Isle of Man ou île Normande. Les devises sont possibilité de choisir les devises, on l'a dit. Transparence. Donc les frais sont aux normes et réglementaires MiFID, donc c'est tout est transparent comme le veut l'AMF, comme le veut l'FCA, donc voilà, aucun problème à ce niveau-là. Le dépositaire, les ICIP ne détiennent pas directement le capital, c'est le dépositaire peut être situé dans l'UE, on l'a vu, donc tout ça on l'a vu finalement. Hein. Et le choix des investissements, ça c'est quelque chose que j'ai peut-être pas forcément vu, c'est s'il y a des personnes parmi vous qui sont un petit peu plus techniques, on peut avoir des choix d'investissement de type ETF, des choix d'investissement de type OPCVM, structurés, des notes structurées, etc., etc. Donc le choix, il est très flexible, très variable. Et puis finalement, on retrouve des noms assez connus. Hein. Morningstar, je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve Novia. Ça, ce sont les plateformes les plus connues. Alors, deux stratégies. Mettre sur un ICIP, c'est la solution pour ceux qui vont quitter le Royaume-Uni, c'est la solution pour ceux avant 55 ans et après 55 ans, et c'est la solution pour ceux qui ont quitté le Royaume-Uni. Et avec, vous allez voir, il y a une suite. Hein. Avant 55 ans, solution intermédiaire. J'ai parlé tout à l'heure de regrouper vos fonds de pension UK. Ne les regroupez pas, regroupez-les déjà. Sinon, la gestion est impossible pour la suite, surtout dans votre situation d'expatrié, impatrié. Regroupez-les, mettez-les sur un ICIP, ne les mettez pas sur un CIP. Surtout si vous savez pertinemment que vous allez quitter le Royaume-Uni. Jamais, le International SIP, c'est fait pour vous. Le SIP, il va falloir faire encore une étape de plus pour pouvoir en sortir. Donc, rapatriez vos fonds de pension avant 55 ans, mettez-le sur un International SIP et préparez votre retraite. Parce que pourquoi? En fait, comme je vous l'ai dit dès le début, le but quand même, c'est quand même de sortir la totalité du Royaume-Uni et même de l'ICIP, etc. Hein, donc, on va le voir à la fin. Prépare donc full flexi access dès 55 ans, c'est le but. Le rachat total, c'est le full flexi access. Peu importe votre pays de résidence. Puis flexibilité de la devise, vous pouvez très bien vous dire, ben en fait moi, j'ai trouvé que il y a 2 semaines le livre était très bonne, plus bonne qu'elle ne l'a jamais été, le taux de change. Mais j'aurais pu transférer mes GBP en euros, et là je me suis retrouvé avec un ICIP, avec un bon exchange. Ça, ce sont des idées. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver toujours à être au Royaume-Uni, préparer votre sortie, mettre tous vos fonds de pension dans le ICIP, le mettre en euros, et vous dire, ben, moi, j'ai 50 ans, ben, à 55 ans, je sortirai. Là, on va voir comment on le sort, mais voilà, ça, c'est avant 55 ans. Après 55 ans, c'est une autre affaire. Là, vous êtes libre. D'ailleurs, vous avez atteint les 55 ans libératoires. Donc, Flexi Access Drawdown, je l'ai dit, on peut sans limite, vous pourriez le laisser dans le ICIP, vivre en France, vous n'auriez vraiment aucun avantage majeur à le faire, mais si vous le voulez, vous pouvez. Là, il n'y aura pas de problème de banque doit être hors du Royaume-Uni, on ne peut pas travailler avec un conseiller financier, je n'ai aucun support, et on refuse de me verser parce que ma banque n'est pas au Royaume-Uni. Là, c'est vraiment, vous êtes libre, et puis on vous verse. Donc, c'est une possibilité. ICIP, je le laisse là-dedans, je fais un Flexi Access Drawdown, et puis je vis tranquillement ma retraite, et je l'ai même mis en euros, puisque j'ai le droit de le mettre en euros, donc j'ai plus ce problème de currency et de taux de change. Why not? Par contre, le Full Flexi Access, je le préconise quand même, on va le voir au niveau fiscalité, c'est bien plus intéressant.
Full Flexi Access, je retire la totalité du fonds, du capital. J'ai plus de 55 ans, j'ai tout mis sur un ICIP, et là, mon but, c'est de le sortir, de le faire un Full Flexi Access et le rapatrier vers la France et l'Europe. Alors, attention, le faire comme ça, vous allez quand même le faire sans le code dont je vais vous donner, va quand même attirer 45% de Emergency Withholding Tax. Donc, le mettre sur l'ICIP et le sortir comme ça, sans en parler à votre conseiller financier pour essayer tout simplement, là, vous allez vous dire, vous allez recevoir l'argent, mais il manque 45%. Et là, on est reparti pour essayer d'aller le chercher avec le DT Foam, etc., etc. Ne faites pas ça. Notre solution et l'optimisation fiscale, elle est de dire, on vous aide à faire le rapatriement de vos fonds de pension, on le met sur le International SIP, et puis pendant ce temps, avant ou après 55 ans, il faut que vous ayez quitté le Royaume-Uni quand même, là, attention, hein, parce que sinon ça ne marche pas, on obtient un NT-code. Donc le NT-code, le non-tax code, ce non-tax code permet, comme le faisait le QOPS, donc je l'ai mis là, International SIP plus le NT-code égale les mêmes avantages que le QOPS. On peut sortir du Royaume-Uni sans avoir à payer les 45% de withholding tax, et on peut sortir de l'ICIP sans avoir à payer les 45% de withholding tax, et donc du coup, on est sorti du Royaume-Uni sans avoir à payer le moindre taxe au Royaume-Uni. On sort clean. Donc on met sur le ICIP, on le met, on demande un NT-code, on le sort du Royaume-Uni, et on a rapatrié notre argent sur la France. Mais attention, là aussi, ne le faites pas seul. Enfin, c'est pas impossible de le faire seul. On ne peut pas ouvrir des ICIP sans conseiller financier parce que c'est multijuridictionnel. Je le disais tout à l'heure, Double Taxation Agreement. Donc, l'UK France stipule que les pensions et autres revenus similaires ne sont imposables qu'en France pour les résidents fiscaux français. Donc, ça veut dire quoi en fait? La Convention internationale dit tout simplement que si vous êtes en France, vos pensions, d'où qu'elles viennent, doivent être taxées en France. Donc le Royaume-Uni n'a pas vocation à vous taxer. Mais ils ne s'embêtent pas quand ils prennent les 45% de withholding tax. Donc, qu'en est-il? Donc, en fait, le slide un petit peu à l'envers. Donc, là, c'était simplement pour dire, attention, il y aura quand même les 45% et on va quand même payer, on a le ICIP et le NT code. Donc, pardon, là, j'arrive à ce slide-là, pardon, excusez-moi. Donc là, on est sorti, je disais, du Royaume-Uni 100% clean, ICIP plus NT code. Et là, eh bien, on est quand même obligé de déclarer notre fonds de pension puisqu'on est en France. Eh bien là, parfois on dit la France coûte cher. Eh bien, enfin, c'est le pays le plus taxé au monde. Oui, je le confirme. Mais pas au niveau des fonds de pension. Justement, si vous arrivez à sortir un fonds de pension sans le toucher, c'est-à-dire sans faire de drawdown, comme on dit, un clean capital. Donc, vous n'avez jamais touché à vos fonds de pension, vous les avez mis sur l'ICIP, vous n'y avez jamais touché. Vous le rapatriez vers la France. Là, vous avez le droit à, et on parle de 200, 300, 400, 500 000 euros. Pardon. Là, et vous avez le droit d'utiliser un forfait, qui est en fait le forfait 163 bis alinéa 2 du Code général des impôts. Ne retenez pas ça. Le forfait, il dit quoi? Il dit, vous avez le droit d'utiliser un taux forfaitaire uniquement de 7,5% après un abattement de 10%. Donc, je ne suis taxé sur la totalité de mon fonds de pension. Au lieu d'être taxé à ma tranche marginale d'imposition de 30, je ne suis taxé qu'à 6,75%. Toujours les prélèvements sociaux, mais ils sont de 9,1% uniquement. Donc, on se retrouve en fait à sortir, quand on sort le capital en une seule fois, on se retrouve à avoir rien payé nulle part d'autre et on paye au bout du bout 15,95% sur la totalité du capital. Et ce n'est pas, cela, c'est un forfait. Cela n'impacte pas vos autres revenus. Donc, ça ne va pas faire augmenter vos autres revenus l'année du rachat. C'est, je paye mes 7,5, mais c'est 6,75 qui est un abattement, donc 6,75 plus 9,1. Mes autres revenus que je perçois ne sont pas affectés. Je suis en France là, hein, ne sont pas affectés. Et j'ai rapatrié mon fonds de pension tout en payant 15,95. Si on compare aux 45% de withhold tax qu'il faut récupérer, puis ensuite payer 15,95. Si on regarde sur une durée de 20 ans des annuités à 17,2 plus tranche marginale d'imposition, on est à chaque fois, vous êtes gagnant, mais de beaucoup. En plus, il faut le savoir, si vous avez travaillé suffisamment au Royaume-Uni, certains, vous avez droit au S1 Form. Donc, je ne l'ai pas marqué là parce que c'est souvent les Anglais qui ont, les expatriés, British expats in France qui ont ça.
Mais ils ont des S1 forms. C'est quoi? Un S1 form, ça dit, si vous avez travaillé et cotisé pour le social dans un autre pays européen plus le UK, eh bien, vous êtes exempt de prélèvements sociaux quand vous allez revenir en France. Donc, ça à vérifier. Donc, si vous pouvez avoir ce droit. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez plus que 6,75 à payer. Certains British expats, c'est 6,75. Là, c'est énorme. C'est vraiment imbattable. Donc, ce que je dis là, c'est prenez vos. Donc, alors là, on revient, c'est un autre slide. Mais ce que je suis juste en train de dire, c'est prenez, et puis ça, c'est la continuité, mais prenez, rassemblez vos fonds de pension, mettez-les sur le ICIP, obtenez un NT code. On ne paye rien au UK. On revient en France. L'année d'après, on paye 15,95% de taxes, qui est imbattable par rapport à toutes les autres taxes qu'on a vues. 25%, 45%, 50%. Bon, j'ai l'impression d'être au loto. Mais voilà, c'est imbattable. Et en fait, donc on se retrouve à avoir payé les 15,95. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là aussi, l'optimisation, elle n'est pas simplement de rester là. L'optimisation, elle est de dire, et là, je le réinvestis dans parce qu'on est là pour la retraite, on est là pour la transmission, on est là pour un revenu à la retraite. Et donc là, je le réinvestis dans une assurance vie. J'ai mis luxembourgeoise parce qu'on travaille généralement avec eux. Parfois, les gens aiment bien garder les livres parce que c'est multi-devises. C'est quand même autre chose que les assurances vie françaises, bien que je ne knock pas les assurances vie françaises. Elles ont toutefois, il y a quand même une sécurité maximum au Luxembourg, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui est le triangle de sécurité du Luxembourg, qui en fait garantit votre capital sans limite. En Angleterre, c'est 85 000 livres les fonds de garantie. En France, c'est 70 000 euros par assurance vie. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, quand on arrive avec l'argent de toute une vie, donc notre capital retraite, eh bien, il vaut mieux le mettre en sécurité. Donc, l'assurance vie luxembourgeoise est de choix. Donc, mon argent sur lequel j'ai payé 15,95, eh bien, je l'investis net dans de l'assurance vie. Et là, je mets en place des rachats partiels programmés. Un rachat partiel programmé pour un couple en assurance vie qui voudrait racheter, que dis-je, 20 000 euros, même dans les premières années, 20 000 euros ou 30 000 euros chaque année, l'assurance vie va vous taxer, allez, de tête, hein, ça va être quelque chose comme 300 euros de taxes, prélèvements sociaux inclus, sur les 30 000 euros de racheter. C'est ridiculeusement bas parce que la sortie en rachat partiel programmé, pas le rachat total nécessairement, mais là on parle de rachat partiel programmé, est extrêmement avantageuse sur de l'assurance vie. Et donc du coup, là on a bouclé la boucle. Au lieu de faire un drawdown, de payer toutes ces taxes, ou de le garder là-bas, là on a ramené en France. Et le petit effet qui se coule, il est où? Il est que je transmets l'argent à mes enfants sans payer, sans qu'ils aient à payer des droits de succession à hauteur de 152 500 euros par enfant ou par bénéficiaire de mon choix ou à qui je veux. Parce que je ne l'ai pas traité dans ce dossier, mais le budget de Chancellor of the Exchequer Reeves de octobre dernier disait tout simplement, en 2017, les fonds de pension, eh bien, en fait, ils n'étaient pas taxés en cas de décès avant 75 ans. Eh bien, maintenant, alors ils sont en train de débattre, mais ils le seront. Ou en tout cas, c'est ce vers où ils veulent tendre. Donc, là, c'est tout un sujet, parce que ça dépend où vous êtes, votre résidence fiscale, etc. Mais sachez-le. Et en tout cas, dans l'assurance vie, ben, vous n'avez absolument pas de problème de transmission. SCPI européenne, c'est un autre sujet, hein, je l'ai quand même mis, parce que ça peut être très bien si on veut prendre du revenu. C'est vraiment de la prise de revenu. Il y a des avantages, notamment sur les jeux de convention internationale. Mais voilà, c'est un petit peu, ça c'est au cas par cas. Là, c'est générique tout ce que je viens de dire et on travaille au cas par cas. Je résume très rapidement, parce que je l'ai dit plusieurs fois déjà. We gather your various pension plans, DC, DB, SIP. Take care of the transfer to the ISIP. Là, ce que j'ai mis, c'est juste à titre indicatif. We work with several providers, Novia Global, Sovereign, IFGL, independently. So we're totally independent IFAs, that's what an IFA is. We apply to HMRC for the NT code on your behalf. Donc là, on va tout faire pour obtenir ce NT code. On s'occupe de tout. Ça fait partie de notre service. We will help you declare tax in France. Donc on va le déclarer pour vous, avec vous ou pour vous. Donc, on voit bien la pension de retraite en capital taxable à 7,5 après l'abattement de 10%.
on le bascule sur l'assurance vie luxembourgeoise. We invest your capital in a vehicle adapted to your tax residency and benefit from the tax benefits and IHT allowances. Et là, vous faites votre partial withdrawals, tax benefits and inheritance tax advantages. Et tout ça pour 15,95. Bon, mais c'est selon les cas également, mais voilà un petit peu comparé à ce que c'était ce qu'on proposait au début de cette interview. Voilà. Waouh! J'espère pas parler trop vite. Pardon. Waouh! Bravo! On avait dit 45 minutes, on est à 46. En plus, on a même eu un résumé en anglais à la fin. On a eu une question si cette présentation was also available in English. As you may have understood, Daniel is half French, half British, and so he also can send over some presentations in English, I believe, right? Yes, perfect. Absolutely no problem. Anything can be done in English or anything can be done in French. With Roman, we decided to speak French because we are, we're French, but it can be in English. I've got the same presentation in clear English, and most of our presentations are done, and everything is done in English. Because if we go further, our providers are all in English. The suitability report needs to be English, and we prefer and provide a full service in English. So yes. Parfait. So feel free to scan the QR code at the bottom right. If you cannot scan this code, just move back a little bit and it should work. If you still cannot, watch your camera and scan it and it should work. And if you still cannot, feel free to click in the chat. I added the link. Alors, on va continuer en français. And if you have any question in English, feel free and we'll answer in English. Pascal qui nous dit, est-ce que cela concerne également les UK ex-expats, French and UK nationalities, maintenant installés en Suisse? Oui. Alors, bien sûr, la réponse est oui. Cela fonctionne pour absolument tout le monde. La variante va être, et bien entendu, le ICIP est portable, donc absolument aucun problème à ce niveau-là. Le NT-code fonctionne, absolument aucun problème à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut simplement vérifier, et là on fait la vérification pour vous, mais il n'y a rien à vérifier en fait. Mais il faut simplement savoir quelle est la DTA entre Switzerland et France, quelle est la double taxation agreement. Les conventions internationales généralement indiquent que c'est le pays de résidence qui doit taxer. Et je pense qu'il y a une convention internationale entre le Royaume-Uni et la Suisse, j'en suis même persuadé. Mais comme il y en a une, il n'y aura pas de double taxation, il n'y aura pas de taxation du côté du UK, il faut juste simplement savoir comment la Suisse taxe les revenus provenant de fonds de pension étrangers sous forme de capital. Donc la France, elle propose son 7,5. Je donne un exemple qui n'est pas la question, mais je donne un exemple qui est la Belgique propose son 10%. La Suisse, à ce jour, je n'ai pas eu de résident suisse, mais cela peut s'étudier. Mais l'ICIP et le NT-code fonctionnent. Et juste savoir quelle est la fiscalité. Voilà. Parfois, on est même surpris. Ça peut être plus intéressant que ce que je viens de proposer. Mais oui, ça marche. Pas de problème. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai 55 ans, un fonds offshore Jersey, pas QRops. Quelles sont mes options pour rapatrier ce fonds en France? Alors, bon, je vais y aller au hasard, mais en toute humilité encore une fois, mais il se peut que vous ayez un fonds chez JTC. C'est souvent le cas à Jersey. Oui, là, c'est un petit peu l'exemple du départ. Ce n'est pas un QRops, bien entendu. Ça reste un UK Pension Fund. Puisqu'il vient de Jersey, il se peut qu'il ne soit pas affecté, à vérifier, hein, il faut toujours vérifier entre les lignes, mais il se peut qu'il ne soit pas affecté par le Overseas Transfer Charge de 25%. Donc, c'est peut-être une des seules exceptions exception, à savoir, on pourrait peut-être même essayer de l'amener sur un QRops directement.
Mais si on ne peut pas l'amener sur un QROPS d'une manière ou d'une autre, on pourra quand même l'amener sur un ICEP et on pourra quand même le ramener ensuite sur la France. Donc, aucun problème. Jérôme nous demande, alors c'est une question qui a été posée au tout début de ta présentation, si les 25% tax-free ont été pris avant de rentrer en France, ils ne sont plus imposables? Oui, alors oui, c'est intéressant. Alors la question c'est est-ce que ça a été l'année, et je pense que non, mais oui, non, ils ne sont plus imposables. L'idée c'est, alors il y a deux effets qui se coulent là. Oui, vous avez réussi à sortir 25% et ils ne seront pas taxables en France, du moment que c'est pas la même année. La même année. Enfin, je veux dire, si vous l'avez fait il y a 3 ans, vous avez pris vos 25%, maintenant vous êtes en France, non, ils ne seront pas taxables. Si vous avez pris vos 25% et que vous êtes juste alors que vous étiez venu en France, là, éventuellement, ça peut se poser la question si vous devez déclarer ou pas. Mais on va partir sur l'option 1, vous l'avez fait avant, bien avant, et donc non taxable en France. Attention, par contre, vous ne pourrez plus bénéficier du fameux forfait à 7,5. Puisque pour bénéficier du forfait à 7,5, il faut absolument que le capital soit resté intact. Alors, ce capital, le vôtre, il n'est plus intact. Donc, faire attention avec ça. C'est pour ça que je ne préconise pas forcément et je dis attention, ne vous jetez pas sur allez, je sors les 25%, comme ça je ne paierai pas de taxes au UK, comme ça je ne paierai pas de taxes en France. Parce que vous vous mettez, parce que 25%, ce n'est que 25%, parce que vous allez vous retrouver à payer non pas 7,5 sur les autres 75%, vous allez perdre l'avantage des 7,5, parce que votre capital n'est plus clean contract. Il faut vraiment, absolument, vraiment attention là-dessus, autant que possible, si ça vous est possible, gardez votre capital intact de façon à pouvoir utiliser les 7,5 quand vous allez sortir. Sinon, vous, dans votre cas, monsieur, si on va au stricto de la lettre, les 75% que vous allez maintenant essayer, si vous le souhaitez, vouloir le retirer, ben là, en fait, c'est plus 7,5 plus 9,1 ou 6,85 plus 9,1, c'est tranche marginale d'imposition plus 9,1. Donc, ça peut très bien être 11 plus 9,1, on est déjà au-dessus, mais 30 plus 9,1, ça commence à piquer, 41 plus 9,1, c'est chaud. Donc, attention à ça. On a une question de Pascal. Si on a la double nationalité, est-ce que cela change quelque chose? Notre retraite UK peut être versée sur mon compte anglais? Non, ça ne change rien. C'est vraiment une situation un petit peu ubuesque, mais dès lors que vous n'avez plus de résidence d'adresse au UK, vous ne pouvez plus avoir dans le stricto sensu de la lettre encore. À la Barclays, ils ont carrément mis tout le monde dehors du jour au lendemain. Mais vous ne pouvez plus avoir un compte au UK. Et donc, voilà, non. C'est la résidence, votre adresse au UK qui dit que vous pouvez avoir un compte au UK. Si vous n'avez plus d'adresse au UK, pas de compte au UK. Double nationality, ça n'a rien à voir, malheureusement. Merci. On a un auditeur anonyme qui nous dit, si je reçois ma pension sur un compte Revolut, je n'ai alors plus qu'à faire du change British Pound to euro et payer en euros mes dépenses. Je sors pas d'argent, je ne sors pas l'argent du UK et donc pas de taxes. Alors non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Vous êtes résident fiscal français. Vous êtes censé déclarer au CERFA 3916, sans être technique, mais tous vos foreign accounts, y compris le compte Revolut. J'avise, ils surveillent vraiment. Il y a justement, c'est un article que j'ai écrit le mois dernier. Si vous vous faites attraper à ne pas déclarer votre compte Revolut, eh bien en fait vous allez avoir une pénalité non pas de 1 500 € par année non déclarée. Et le droit à l'erreur que Macron a mis en place n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas aller dire oh, j'ai le droit à l'erreur, j'ai oublié. Donc à faire ça, vous vous mettez en garde parce que vous n'avez pas déclaré votre compte Revolut. Donc, quand même vous le déclarez et vous mettez l'argent dessus, la réponse est vous devez déclarer, puisque vous êtes résident fiscal français, tous vos revenus, où qu'ils soient dans le monde. Donc, je suis en France, je dois d'une part dire j'ai un compte en Revolut et je dois d'autre part dire je reçois ma pension du UK. Donc, le UK, il y a même une traçabilité entre les deux pays et le UK et si le fisc français leur demande, ils vont très facilement leur dire ben, ce monsieur reçoit des pensions et ne le déclare pas. Donc, absolument pas. Ce n'est pas du tout une solution. C'est vraiment ce qu'il ne faut absolument pas faire. Merci. On a un auditeur anonyme qui demande, y a-t-il une différence de traitement pour les pre-a-day pension plans et pour les post-a-day pension plans? Oui.
Alors, effectivement, les pre-aid, alors c'est un petit peu aujourd'hui c'était surtout au niveau du lifetime allowance. Donc le lifetime allowance c'était si on dépassait les 1 million, elle changeait chaque année, mais si on dépassait les 1 73 500, on était taxé donc à hauteur de 50% de ce qui dépassait, etc. C'était assez compliqué. Le LTA allowance a été aboli il y a 2 ans. Les avant A-Day n'avaient pas de lifetime allowance. Les avant A-Day pouvaient sortir parfois, lire entre les lignes toujours. Avant 50 ans, c'était 50 ans l'âge de la private pension avant A-Day. Et c'était ensuite 55 ans. Mais vraiment, la différence était au niveau du LTA qui a été aboli. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le Overseas Transfer Allowance. Mais là encore, depuis. Alors, non, ma réponse va être, sans aller trop loin dans cette technicité, ma réponse va être la différence, je viens de les dire, et elles sont moins importantes aujourd'hui depuis l'abolition de la LTA. Voilà. Et après, Parfait, avoir au cas par cas, ce serait intéressant de le regarder un petit peu dans le détail. parfait. Euh, alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit, est-ce que l'impatriation premium, lower tax when repatriating to France, ne peut pas aider si on relocalise en France avant de prendre sa retraite? Peut-on bénéficier de ce taux d'impôt avantageux? Alors, quel est ce taux d'impôt avantageux? Je n'ai pas bien saisi, pardon. C'est pas précisé. Lower tax when repatriating. L'impatriation premium. Non, alors, ma réponse, ça va être à étudier un petit peu plus précisément. Je n'ai pas rencontré et je n'ai pas entendu ou rencontré ce type de taxes ou d'avantages fiscaux. Donc, ma réponse va être non, dans le cas précis de tous ces avantages, de toute cette situation, ça n'a pas lieu d'être. C'est un petit peu en marge. Parfait. Et pardon, madame ou monsieur, à voir si vous le souhaitez plus tard avec vous en séparé pour voir exactement de quoi il en ressort. Mais voilà, là, je suis un petit peu dans le flou. Voilà, pardon. Aziz a une question. Le mieux serait d'encaisser vos fonds au Royaume-Uni et de ne rentrer en France qu'après le début de l'année fiscale en France, afin d'éviter tout chevauchement fiscal. C'est plus simple, non? Non, parce qu'en fait, quand vous encaissez, alors là, l'idée, on est où? On est en train de dire, bon, on est sur un ICEP, on obtient le NT code, donc on paye rien au UK. En France, vous allez arriver, donc en France, on paye du 1er janvier au 31 décembre et pas du 5 avril au 5 avril comme au UK. Donc, on n'est pas en train de regarder au niveau du UK là. Donc, je pense que Monsieur Aziz, vous disiez, c'est avant les 5 avril peut-être que vous avez en tête. Donc non, la réponse est non, puisque quand on rapatrie les fonds, donc ils vont arriver sur l'année, mettons, si c'est cette année, on va arriver en 2025, et en France, on est supposé les déclarer l'année d'après, donc en 2026. Donc on va le déclarer, pour que tout le monde le sache, ça répond un petit peu à la question aussi, on amène l'argent en France, la France reçoit l'argent, donc techniquement parlant, en 2025, par exemple, on va déclarer au fisc français uniquement qu'en avril 2026, ou entre avril et juin 2026, pardon, pour être précis, pas faire d'amalgame, et on ne paiera ce qu'il y a à payer qu'en 4 fois, puisque c'est comme ça que ça se passe maintenant, depuis le PAS, prélèvement à la source, on paiera en 4 fois en décembre, en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est en N+1 que l'on paye la taxe en France, c'est en N+1 qu'on la déclare, et c'est en N+1 en fin d'année, divisé par 4, qu'on la paye. Donc non, ça marche. Il y a pas de timing à faire à ce niveau-là, ça ne marcherait pas. Et puis, Parfait. y a rien là, on est vraiment dans l'exemple que je mets en avant, c'est vraiment dire le IC plus le NT code, le UK, on n'est pas taxé de toute façon. Donc, c'est vraiment la France qui est concernée, et la France, ça fonctionne comme ça. Parfait. Ou d'autres pays Merci, européens Daniel. d'ailleurs. Pardon. Alors, normalement, on limite à 60 minutes nos webinaires. Euh, on a beaucoup de questions, donc je vais encore en prendre quelques-unes. Daniel, est-ce que tu as encore 10-15 minutes devant toi? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Ok, Ça me fait, j'apprécie d'être avec vous, donc oui. Enfin, ok, voilà. parfait. Enfin, bref. Parfait. Jérôme nous dit, vous ne vous adressez que aux moins de 55 ans. Je suis un peu confus.
Ah non, pardon. Alors là, donc peut-être à voir à revoir les slides. Non, non, justement, là on parlait, on parle, j'ai bien précisé avant 55 ans et après 55 ans. Avant 55 ans, ce qu'il y a à faire, c'est rassembler vos fonds de pension. Alors, c'est avant 55 ans, je suis encore au UK, je rassemble mes fonds de pension. Avant 55 ans, je suis plus au UK, je rassemble les fonds de pension et je les rassemble sur le ICIP. Et je les laisse dans le ICIP, je le gère bien, à l'aide de mon conseiller financier, à l'aide de DTB, on les gère bien, on fait des petits, comme on dit, et ensuite on attend les 55 ans. À vos 55 ans, on aura déjà obtenu votre NT-code puisque vous n'êtes plus en France, et c'est là qu'on fait le rapatriement directement vers, vers la France et vers le support d'investissement de votre choix, qui peut être assurance vie, SCPI ou un bateau pour faire le tour du monde. Mais dans l'idée, moi, je suis sur l'idée de retraite. Donc, c'est pour ça que je dis de réinvestir dans quelque chose d'opportun. Mais voilà, avant 55 ans. Et après 55 ans, là, c'est différent, puisque là, on a les mains libres. On peut faire la démarche de rapatrier. Donc, après 55 ans, là, on fait pareil. Ben, on regroupe tout, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien fait du tout. Hein. Donc, on regroupe tout sur le ICIP. Comme on le faisait avant avec le curate, on regroupe tout sur l'ICIP et ensuite on obtient le NT code. Une fois qu'on a tout ce beau monde, soit on le laisse là-bas un petit peu parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite, et dès qu'on en aura besoin, et bien là on le rapatrie sous forme de capital et on le réinvestit dans un instrument. Là on a 55, on a plus de 55 ans, donc là on est plutôt sur vraiment j'ai besoin des sous pour ma retraite. Et donc là on le réinvestit dans un véhicule qui va me donner des revenus et à moindre coût. Et là, je le mets en assurance vie et j'allais dire même, là, on a 65 ans parce qu'on a avancé dans le temps. Et là, on veut vraiment le mettre dans quelque chose pour transmettre à nos enfants. Et l'assurance vie est encore une fois quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ça. Le ICIP marche pour avant et après. La différence avec après, c'est pouvoir sortir directement le ramener vers la France. Ceux de 55 ans d'avant 55 ans devront attendre 55 ans. Parfait. Un auditeur anonyme qui nous demande, ce ICIP est-il aussi possible si on est domicilié au UK? Spent more than 15 years out of the last 20. Alors, oui, tout à fait. Effectivement, le ICIP, on peut le souscrire toujours, comme étant toujours au UK, que ce soit avant ou après. Avant, ce serait pour préparer le départ, et après, c'est aussi pour préparer le départ. Mais, et puis, finalement, si on ne part jamais, il fonctionne aussi. Donc, oui, il fonctionne dans tous les cas. Aucun problème. Parfait. Je pense que ça répond aussi à la question de Gladys. Si jamais ça n'a pas répondu à votre question, Gladys, n'hésitez pas à la reposer. Patricia, in English, if you don't mind, as it types faster. What about if we are 70 but still have not drawn on private pension? I am not yet impatrié but planning a retour to France soon. Okay, thank you, Patricia. Yes, I mean, basically, it's going to be the same thing. You're planning to come back to France soon. You're age 70. I'm going to say, watch the. I mean, you're not 75, but watch the 75 one, because that is very that just is inherit IHT tax comes as an addition to all the makes it even more complicated. Sorry. But yes, the best thing you've got to do is, and now you're planning to come back to France. It's to put it in also into the ICIP. Are you drawing down from the pension or not? We'll see. Patricia, if you're still around, you can answer. But we have many. I'll put it like that. We have many questions. So of course, sorry. So yes, you can. Absolutely no problem. You can do that at age 70. It's absolutely possible. No problem. I've got many clients that are that age and that do that. Absolutely no problem. Sorry. Merci. Olivia, ICIP est-il seulement pour des sommes futures ou pour transférer des fonds existants dans un DC Scheme UK? Non, alors non, alors là par contre, on est un petit, on se mélange un petit peu. Les DC Scheme UK, c'est simplement ce que vous avez quand vous allez dans une société au UK, qui est une grosse société au UK.
allez, 90% du temps, ils vous mettent en place, ou vous proposent de vous mettre en place un pension scheme. Scottish Widows, je l'ai dit, Aviva, il y en a, AXA, il y a de tout. Il y a de tout. Canada Life. Et sans même parfois vous en apercevoir. Hein. Mais ça, c'est le début. Donc les DC, c'est ça. C'est les fonds de pension que vous avez mis en place avec votre société sur lequel votre employeur a abondé. Le ICIP, c'est après. Le ICIP, justement, c'est pour sortir tout ce beau monde qui n'est pas forcément très beau lorsque vous êtes dans des situations d'impatriés, expatriés et revenant en France ou dans l'Europe. Et donc, c'est justement là, c'est cela qu'il faut rassembler, balayer, les regrouper, les mettre sur l'ICIP pour ensuite voilà, les ramener selon votre âge. Mais c'est ça, c'est pas le contraire. Hein. Voilà, attention. Ok. Je vais prendre quelques questions un peu plus récentes. Sachez que toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, Daniel, on s'est mis d'accord avant le webinaire et il m'a promis de répondre à tout le monde. Donc, je vais exporter la liste des questions non répondues et je vais lui envoyer. Donc, il vous fera une réponse en privé. Un auditeur anonyme nous demande quels sont vos frais de gestion pour le ICEP. Alors oui, effectivement, ça c'est un sujet, je ne l'ai pas abordé parce que on va dire, c'est toujours la réponse, c'est ça dépend. Euh, il faut savoir que dans ce type de montage, vous avez les frais qui sont les frais de mise en place du dossier. Donc ça, c'est les frais un petit peu comme les honoraires de mise en place de la mission, du projet. On fait du rassemblement. Cela prend quand même du temps. Hein. Attention, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est quand même sur 2, 3, 4, 5 parfois mois de travail pour rapatrier tout ça. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Hein. C'était pour le Curop, ça pouvait durer un an. Hein. Donc voilà, les frais, c'est donc les frais de regroupement, des frais d'honoraires à ce niveau-là. Puis les frais de gestion, tout dépend. Alors pour les frais d'entrée, on va dire, on est aux alentours, tout dépend le dossier, entre 1 et 1,5% du montant. Bien entendu, tout est au cas par cas et c'est pas du tout à prendre comme argent comptant. Et puis les frais de gestion, là aussi, ça dépend si on va gérer les actifs, si on va trouver les actifs pour vous. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse notre travail de reporting, il faut qu'on fasse notre travail de suivi, de vous envoyer des documents chaque année, faire des visites chaque année, etc. Donc, il y a 3 niveaux de frais de gestion. C'est les frais de gestion de l'advisor, c'est les frais de gestion parfois de l'ICIP lui-même, et c'est les frais de gestion de la plateforme. Vous n'allez pas sur une plateforme sans payer la plateforme. Donc, plateforme, c'est généralement entre 0,20 et 0,30. Advisor, c'est généralement, selon ce qu'on va faire, entre 0,5 et 0,70. Et ICIP, c'est généralement aux alentours de 0,10. Donc, j'aime dire à mes clients, et puis j'allais dire, on fera un effort pour, si quelqu'un nous dit, je viens du webinaire, on fera bien entendu un effort, mais vous allez voir, je ne suis pas non plus du tout en train de faire mon marché. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout notre modus operandi. Mais on est généralement sur un one and a half and one basis. Donc, 1 euro de frais de gestion tout compris, entre 0,80 et 1 de frais de gestion tout compris, et on est entre 1 et 1,5 de frais de gestion pour amener les fonds. Voilà, ça reste, j'oserais dire, tout à fait honorable. Et attention, pas de hidden fees, pas de frais de sortie, pas de frais. Voilà, on est obligé de marquer les choses comme le veut le réglementaire. Voilà, tout est indiqué. Donc voilà, vous avez un complete fee breakdown. Pas du tout ce que vous pouvez voir dans les assurances vie françaises. Je ne les critique pas, mais c'est beaucoup plus obscur. Voilà un petit peu. Mais au cas par cas. Ok, parfait, merci beaucoup. Michel nous dit, qu'en est-il des plans defined benefits? Plans defined benefits. Alors, les defined benefits, ça, ouais, c'est une drôle de bête, c'est le defined benefit. Le defined benefit, c'est un petit peu un capital qui ne vous appartiendrait pas et auquel vous pouvez ou ne pouvez pas devenir détenteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plutôt une valeur de rente plutôt qu'une valeur de capital. Et à votre âge, à 55 ans, vous pouvez demander voilà, combien va être ma rente. Mais pour pouvoir sortir sous forme de capital, c'est quand même possible, mais il faut faire un FCA report, comme je disais tout à l'heure.
Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement un rapport qui est quand même assez cossu de 30 pages, fait par des FCA Regulated Reporters avec qui on travaille, et qui en fait calcule avec vous si vous avez un avantage quelconque à le sortir ou un avantage quelconque à le laisser. Seulement, le problème, c'est ils ne sont absolument pas capables de le calculer dans votre situation de non-résident fiscal anglais dans la suite, de votre situation de vivre en France. Ils ne le font que d'un point de vue britannique. Et donc, et ce rapport coûte 5 000 euros. Ou parfois un peu moins, entre 4 et 5 000 euros. Donc ça freine un petit peu. Mais avec du temps, avec une vraie nécessité, si quelqu'un dit on veut vraiment y aller, évidemment, tout ça, ça coûte un petit peu plus cher que ce qu'on peut imaginer. Tout coûte cher, un peu plus cher. Mais oui, si vraiment vous avez une problématique, oui, on peut le sortir. Parce que vous n'allez avoir qu'une rente dans ces cas-là, avec le Defined Benefit. Il n'y a pas d'autre sortie. Voilà. Nathalie, what are the conditions for the SI form? S1 form. Okay, yeah, the S1 form. So the conditions are, it's basically, generally speaking, it's going to be for people that have worked their life long in the UK or for at least 25 years. The conditions are you've got to have reached or and it's a case-by-case answer as well. But generally speaking, it's you've got to reach UK pension wage. You mustn't have a pension from another country. And you must be living in another country. In other words, if you go to the NHS overseas and say, I live in France, I've contributed to the UK system, and they will see that immediately, lifelong. And I would like an S1 form. They will distribute. They will just simply over the counter or send you an S1 form, and in which case you will not pay any social charges in France. And the most important is that you will no longer be under the CPAM, the CPAM, the Social Security French side. It will be the NHS that's, without you knowing, paying the CPAM and doing the refunds, who then refund you. Because you basically you switch to the UK system and have nothing to pay in France anymore. Although however, you're still living in France, and that doesn't change anything. But you're not paying social charges, which is a big advantage. I hope that answers. Natalie says 55 years old or 67. Yeah, so it's the UK pensionable age is when I mean is 67. 55 years old is the private pension age, and then you might say to me, yeah, but it's not 67 tomorrow. You might want to try as from age 63, and because you are non-French, you're non-UK resident, and you've passed age 60. Some clients, case by case, that's what I said, do obtain them. So it's really a matter of asking those guys, NHS overseas, and them giving you an answer. And some people have to ask once, and then after 6 months later, ask again and get a different answer. I'm not saying it's very regulated, but sometimes it just some things change, and you might get through. But yes, it's 67 instead of 55. Sorry. Il nous reste encore 2 minutes. Peut-être on va prendre quelques questions rapidement. Un auditeur anonyme qui dit, c'est quoi exactement le ICP? Alors le ICP, j'imagine, c'est le ICIP. Et le ICIP, c'est un International Self-Invested Pension Plan. Ce n'est ni plus ni moins. Un exemple, en France, on a un plan d'épargne retraite. Eh bien, là, on est sur le International Pension ICIP. Et c'est la version internationale proposé au UK pour les non-résidents UK du CIP qui existe déjà. Donc, c'est tout simplement un plan retraite adapté aux expatriés anglais qui permet aux expatriés français, enfin, les expatriés revenus du Royaume-Uni, des personnes sorties du Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment adapté à une population internationale et avec une flexibilité énorme, multi-devises. Aujourd'hui, ce n'est pas dans le même optique parce que c'est pas un produit assurantiel, mais de la même façon qu'on dit assurance vie, eh bien là, c'est une enveloppe. ICIP, c'est une autre enveloppe. Alors, je vais résumer tout simplement en disant, c'est une enveloppe internationale de fonds de pension. Comme l'était le CUROPS, c'était une enveloppe internationale
de fonds de pension reconnus par le HMRC. Eh bien, le ICIP, c'est aussi reconnu par le HMRC. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne vous taxent pas quand vous basculez vos fonds là-dessus. Parce qu'ils se disent, ben, c'est pas du unauthorized payment. On est dans un truc autorisé. Et donc, du coup, je vais pas leur prendre les 55% et d'autres taxes, comme on l'a vu. Donc, voilà, c'est une enveloppe, c'est un fonds de pension, c'est un contrat. L'argent, vous avez 100 000 euros venant de votre DC Fund. On le met sur le ICIP. Les 100 000 euros vont aller donc dans cette nouvelle enveloppe fiscale et juridique. Et ensuite, ben, on va l'investir dans des différents fonds et ça va faire des petits. Et ensuite, tout ça va générer des petits. Et ensuite, on va le ramener en France par les biais qu'on a expliqués. Mais voilà, c'est ça un ICIP. Allez, dernière question qui a été posée plusieurs fois par notamment Nathalie et par Christelle. Daniel, tu vas nous sortir ta boule de cristal. Est-ce que tu penses que ça va changer avec la prochaine, s'il y a un changement de budget, administration? Alors oui, là, alors, merci pour la boule de cristal. Donc, effectivement, d'aucuns répondraient, je n'ai pas la boule de cristal, et moi, évidemment, je ne l'ai pas non plus. Mais par contre, on peut avoir une certaine logique et de dire, bon, déjà au UK, on est sur un Labour government. Donc, oui, bon, quelque part, ils cherchent, et puis ils cherchent des Labour government, on s'en fiche, mais en tout cas, il y a un déficit. Donc, on cherche de l'argent. Mais le ICIF n'est pas forcément ce qui est en vue. On est vraiment là sur un sujet de double taxation agreement plutôt. Donc, pour toucher à un double taxation agreement, c'est autre chose. Là, on est en train de toucher à la politique qu'il pourrait y avoir entre la politique externe, à la politique qu'il pourrait y avoir entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France, dans ce cas-là, ou le Royaume-Uni et la Suisse, on en a parlé tout à l'heure, et le Royaume-Uni et d'autres pays. Et la politique externe, les DTAs, les conventions internationales, n'ont pas été touchées depuis des années, 1988. Et ça ne répondrait pas forcément à l'ère du temps que de toucher aux DTAs. Donc, moi, le mal, pour moi, dans ma situation de expert et spécialiste et quelqu'un qui suit ça, le mal qui devait être fait est fait. C'est-à-dire que enlever le QROP, ça a mis à mal beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, ceux qui essaient de le faire, etc., etc. Toute une industrie d'ailleurs, parce que ça sert à rien. Plus à grand-chose parfois. Donc non, je pense pas qu'ils vont y toucher, en tout cas dans le budget. Mais, je l'ai dit au début, les solutions se baissent, enfin, c'est comme un pot de chagrin. Donc, alors qu'il y a 5 ans, on n'aurait jamais parlé de ça, eh bien, aujourd'hui, on est dans cette situation avec le QROPS. Donc, attention. Je pense que, et sans dire faites, non, je dis tout simplement, voilà, il y a des solutions, autant les prendre alors qu'elles existent, puisque de toute façon, ça ne met personne dans un danger, qu'on le fasse avant 55 ans, après 55 ans. Là, on ne se met pas en danger pendant qu'on est au UK. Hors UK, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que c'est des solutions dans lesquelles on peut aller et je ne pense pas que ça va changer tout de suite. Et voilà, et je n'ai toujours pas la boule de cristal, mais voilà ce que je peux répondre. Merci Daniel, merci vraiment d'avoir été aussi précis, d'avoir pris le temps de répondre au maximum de questions. Comme je l'ai dit, Daniel s'est engagé à répondre à toutes vos questions non répondues en direct. Daniel, je te préviens, il Oui, y en a pas mal. d'accord. Mais je Ok. sais que tu as dégagé du temps sur demain et après-demain pour pouvoir Oui, oui, tout à fait. faire des rendez-vous avec les gens. J'ai remis sur LinkedIn et dans le chat sur Zoom le lien pour prendre directement rendez-vous avec Daniel. Daniel, est-ce qu'il y a un coût associé pour avoir un premier rendez-vous avec toi? C'est une des Mm. questions. Tout à fait. Non, on a pour politique de dire bon, de dire que le premier rendez-vous, il est totalement, il est gratuit. Donc, on aime bien dire les premières, la première 30 minutes, les premières 45 minutes, les premiers rendez-vous est gratuit. Et j'oserais même dire, notre politique est de travailler avec la réglementation française et européenne. On ne fera pas payer tant qu'une lettre de mission
mission n'est pas signée et qu'on n'aura pas défini la mission qu'on peut réaliser avec vous et ensemble. Et donc, pour arriver à définir ceci, eh bien, il faut parfois un rendez-vous, et puis parfois on peaufine avec un deuxième. Et ce n'est que là qu'on définit le coût de notre collaboration et de notre entente. Mais absolument pas. Le premier rendez-vous est gratuit. Merci. J'en profite rapidement parce que je reçois beaucoup de mails et ça a été demandé dans le chat aussi, dans les questions-réponses. Comment accéder au replay de ces lives sur French Morning? Donc, london.frenchmorning.com. On descend tout en bas et là, vous voyez webinaire. Vous cliquez sur webinaire et vous arrivez, voilà, UK Private Pension Plan. Pas besoin d'être abonné, vous en faites pas. Euh, vous pouvez y accéder gratuitement. Voilà. Et donc, là, en fait, on va intégrer dans cet article le replay. Donc, d'ici 2 heures, il y aura le replay qui sera dans cet article. Pour les gens qui sont abonnés à French Morning sur YouTube, Facebook ou LinkedIn, vous allez dans la section vidéo et tous les webinaires sont là. Donc vous pouvez aussi y accéder directement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Daniel, merci encore. Merci à toi, Romain. Merci à toi, merci à vous Voilà. tous. On reviendra peut-être parler d'autres sujets dans les prochains trimestres. Donc, je te dis à bientôt. Et puis, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vois qu'il y avait encore plus d'une centaine de personnes à la fin. Donc, j'espère que cette heure vous a été utile. Il y a beaucoup de remerciements d'ailleurs, Daniel, je te le dis quand même. Beaucoup de gens qui ont envoyé des merci. Beaucoup de gens qui disent ça fait Merci, plaisir merci. d'entendre l'accent toulousain. Voilà. Donc, bravo et je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci. Au revoir.